Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour ce nouveau chapitre de première spécialité, je vais vous parler de la synthèse d'espèces chimiques organiques. Et pour introduire mon propos, je vais vous parler d'une molécule qui est présentée ici et qui est la molécule bien connue d'aspirine. Alors le nom scientifique correspondant, c'est l'acide acétylsalicylique. Et l'adjectif salicylique a pour origine le saule. Alors en fait, cette molécule d'aspirine n'est pas directement tirée du saule, elle n'a pas d'existence, on va dire, naturelle, mais c'est une molécule qui a été modifiée à partir d'une molécule présente dans le saule qui s'appelle l'acide salicylique. Donc on voit ici apparaître un des intérêts de la chimie de synthèse, c'est à partir de substances, de molécules que l'on trouve à l'état naturel dans des plantes notamment, on peut leur faire subir des modifications. Dans le cas de l'aspirine, c'était pour éviter certains effets secondaires que l'acide salicylique apportait. La chimie de synthèse permet aussi du coup de ne pas être contraint par la nature quand on a besoin de fabriquer les molécules. On peut les produire en quelque sorte quand on veut, en quantité abondante. Il est également possible de produire des molécules qui n'ont aucun équivalent dans la nature, donc la chimie de synthèse a de multiples intérêts. Alors on va aborder dans ce chapitre-là la manière dont on va synthétiser donc les molécules, quelles sont les différentes étapes expérimentales qui vont nous permettre de fabriquer ce genre de molécules. On utilisera l'exemple de l'aspirine dans quelques situations. Donc je vous ai indiqué la formule brute de cette molécule. Alors quelles sont les étapes d'une synthèse organique ? Quelle que soit la molécule que l'on va fabriquer, on retrouve des éléments communs. Évidemment, le premier élément commun, c'est la transformation chimique elle-même, puisque une synthèse, la fabrication d'une molécule, consiste à mélanger des réactifs qui vont donner donc des produits. Et parmi les produits, il y a notamment celui qui nous intéresse. Donc voici un exemple de réaction qui permet de synthétiser l'aspirine, qui est donc ici. On mélange pour cela l'acide salicylique avec un autre réactif qui s'appelle l'anhydride éthanoïque et on obtient un autre produit que l'aspirine qui est l'acide éthanoïque qui va être ici un sous-produit considéré comme quelque chose de non fondamental, une impureté en quelque sorte qu'il va falloir donc éliminer pour récupérer uniquement l'aspirine. Ce genre de synthèse a lieu à l'aide d'un montage qu'on appelle le montage de chauffage à reflux. Alors le chauffage à reflux présente un double intérêt. Le premier, c'est que c'est un système de chauffage. Alors pourquoi le chauffage ? Parce que pour qu'une réaction ait lieu, il faut que les deux réactifs se rencontrent et aient suffisamment d'énergie pour donner un choc efficace, pour pouvoir se transformer en produit. Et on va augmenter la probabilité des chocs efficaces si les particules bougent plus vite et se rencontrent plus souvent. Et on a vu que la température avait une explication microscopique, c'est lié à l'agitation thermique. Plus la température est élevée, plus les particules bougent vite, et on augmente ainsi la probabilité donc de ce choc efficace. Le souci, c'est que quand on chauffe, évidemment, on va arriver à ébullition et obtenir des vapeurs, et on ne veut pas évidemment perdre de vapeur. Les vapeurs donc de réactifs n'ayant pas encore réagi ou de produits qui seraient apparus, dans le cas où le produit est un liquide. Donc pour éviter cette perte de matière, on adapte sur le ballon qui contient le mélange réactionnel un système réfrigérant qui permet de refroidir et de recondenser les vapeurs qui vont ainsi refluer à l'intérieur du milieu réactionnel. Voilà pourquoi on appelle ce système de chauffage à reflux. Donc chauffage, ça permet d'accélérer la réaction et le reflux permet de faire revenir donc les vapeurs et donc de ne pas perdre de matière. Donc une fois que la première étape est terminée, on a fabriqué le produit qui nous intéresse, mais comme vous l'avez vu sur l'équation qui a été écrite avant, il y a en général un ou plusieurs sous-produits, il y a aussi présence du réactif en excès,
qui est encore présent, voire même du réactif limitant si la transformation n'est pas totale, voire même encore la présence d'un solvant qui peut être utilisé pour, là encore, améliorer la rencontre entre les réactifs. Si on a affaire à des réactifs qui ne se mélangent pas bien, pour favoriser la réaction chimique, on peut être amené à utiliser un solvant qui va favoriser la rencontre. Toutes ces choses-là sont considérées comme des impuretés au vu du produit qui nous intéresse. Donc la deuxième étape va consister à isoler ce produit, et là, en fonction de l'état dans lequel ce produit apparaît, eh bien, on va être amené à utiliser différentes techniques. Première possibilité, si le produit est un solide, eh bien là, c'est pas compliqué d'isoler un solide d'une solution, il suffit de faire une filtration, et on va préférer la filtration sous vide, qui permet d'avoir un solide de filtrer plus rapidement et de meilleure qualité, ça va être plus efficace. Donc pour obtenir une filtration sous vide, on utilise une trompe à vide qui consiste donc à faire couler de l'eau. Le passage de l'eau dans ce tuyau va générer une aspiration dans le tuyau perpendiculaire qui est ici. Ce tuyau est relié à une fiole à vide, elle-même sur laquelle on adapte donc cette sorte d'entonnoir qu'on appelle donc un Büchner, et on place le filtre dessus. Donc en versant le mélange, on va avoir une filtration qui est donc accélérée du fait du vide, et ça permet donc d'avoir un produit qui va être davantage enlevé de ses impuretés si on accélère la filtration. On va aussi rincer le solide qui va être récupéré sur le filtre, et il faudra veiller donc à ce que le rinçage se fasse avec un solvant qui ne dissolve pas justement le produit formé. Voilà une première méthode donc dans le cas d'un produit solide. Si le produit fabriqué est liquide, eh bien dans ce cas-là, on va le récupérer grâce à un solvant judicieusement choisi, et l'opération s'appelle une extraction par solvant qui est faite dans une ampoule à décanter. Donc ça a déjà été abordé dans un chapitre précédent, cette méthode-là. Donc au départ, le produit liquide est mélangé au mélange réactionnel. Il faut donc choisir un solvant qui va dissoudre le produit et le produit seul. Donc le choix du solvant est important, et il faut aussi que ce solvant choisi ne soit pas miscible avec le solvant du mélange réactionnel de départ. Ainsi, on va avoir deux phases distinctes. Celle qui contient donc la substance qui nous intéresse va pouvoir être séparée aisément. Alors ensuite, il faudra bien évidemment séparer l'espèce qui nous intéresse du solvant extracteur. On pourra le faire par évaporation, par exemple. Donc voilà des techniques d'isolement que l'on peut utiliser et qui permettent d'obtenir un produit qui est relativement pur, mais pas forcément complètement. Donc la dernière étape de cette transformation, de cette synthèse, ça va être la purification. Si le produit est un solide, la technique employée pour purifier s'appelle la recristallisation. Donc dans un bécher, on a récupéré, ici symbolisé en jaune, le solide impur, et pour pouvoir donc le purifier, on va tout d'abord le dissoudre à l'aide d'un solvant, là encore judicieusement choisi, je vous en reparle tout de suite. Donc on fait le mélange, on va chauffer, et à chaud, le solvant va dissoudre à la fois le solide et les impuretés. On obtient donc ce mélange qui est ici. Une fois qu'on a totalement dissous donc le solide impur, on va laisser refroidir le mélange, et on va voir apparaître des cristaux, mais seulement les cristaux. C'est-à-dire que les impuretés, elles, vont rester solubles dans le solvant, même si celui est froid. Et donc on voit que pour réaliser une telle opération, le solvant choisi doit avoir deux caractéristiques. Il doit dissoudre le solide et les impuretés à chaud, mais il ne doit dissoudre que les impuretés à froid. Une fois qu'on a cette situation-là, on va isoler le produit formé tout simplement avec une filtration. Si le produit formé est un liquide, on a donc un mélange liquide-liquide en quelque sorte du produit qui nous intéresse et des impuretés.
Pour séparer ces deux éléments, on va réaliser une distillation fractionnée. Donc on chauffe le mélange et les vapeurs que l'on va d'abord former correspondent au produit le plus volatile, c'est-à-dire celui qui a la température d'ébullition la plus faible. Les premières vapeurs produites vont donc monter ici dans cette colonne qu'on appelle une colonne de Vigreux. Le chemin est semé d'embûches, donc la progression des vapeurs est en quelque sorte un petit peu compliquée, et les vapeurs qui vont vraiment les premières arriver en haut de la colonne, ce seront les vapeurs qui sont donc formées le plus rapidement, donc correspondant à la substance la plus volatile. Une fois qu'elles ont progressé, qu'elles sont arrivées en haut de la colonne de Vigreux, elles vont être refroidies et recondensées à l'aide d'un réfrigérant, et on récupère donc ici le distillat correspondant à la substance la plus volatile. Restera dans le milieu de départ la substance la moins volatile. Donc le produit qui nous intéresse peut se retrouver ici ou rester ici, peu importe, mais on aura séparé donc les constituants du mélange. Une fois qu'on a réalisé toutes ces opérations-là, on a donc un produit pur, on l'espère, ou à peu près pur, et il reste deux étapes pour terminer cette synthèse. Ça va être de vérifier tout d'abord que le produit fabriqué est le bon, et est plutôt pur, de bonne qualité. Et puis il y a un deuxième aspect qui va être quantitatif cette fois, qui va consister à vérifier que la quantité fabriquée est en adéquation avec ce qu'on pourrait espérer. Donc là, on va tout d'abord parler de qualité du produit. L'identification peut se faire au travers de différentes méthodes. Première méthode possible, la chromatographie sur couche mince. Donc elle consiste à déposer sur une ligne de dépôt sur le support absorbant un échantillon du produit que l'on a formé, et on va comparer cet échantillon avec le produit commercial pur, de manière qui va servir de témoin, de manière à vérifier que ce que l'on a fabriqué est convenable. Alors si on obtient un tel chromatogramme, eh bien on voit que au niveau de l'échantillon que l'on a déposé, on obtient une tache principale qui est exactement la même hauteur que celle correspondant au produit commercial. Donc on peut conclure qu'on a bien fabriqué le produit qui nous intéressait, mais la présence de cette petite tache-là prouve qu'il y avait autre chose dans l'échantillon. On peut donc dire que oui, on a fabriqué le produit qui nous intéresse, mais subsistait à l'intérieur quelques impuretés que l'on retrouve ici. Donc voilà ce que l'on peut conclure de ce chromatogramme. Ça veut dire que l'étape précédente de purification n'a pas été parfaite. L'idéal, bien sûr, serait que cette petite tache-là ne soit pas présente. Autre méthode possible pour identifier une substance, c'est de réaliser un spectre infrarouge. Comme on l'a déjà vu précédemment, le spectre infrarouge nous permet d'identifier les liaisons chimiques présentes dans des molécules, et donc la famille à laquelle appartient cette molécule. Le spectre infrarouge se lit de 1500 cm-1 jusqu'à 4000. On ne tient pas compte de l'empreinte digitale correspondant à un nombre d'ondes inférieur à 1500 cm-1. Et donc en fonction des bandes que l'on va voir apparaître, eh bien, on va reconnaître telle ou telle famille et voir si ça correspond à la molécule que l'on cherchait à fabriquer. Par exemple, ici vous avez le spectre de l'aspirine qui fait apparaître notamment deux bandes relativement caractéristiques aux alentours des 1700, entre 1700 et 1800 cm-1, et ces bandes caractérisent la double liaison carbone-oxygène. Il se trouve que dans la molécule d'aspirine, il y a une fonction acide carboxylique qui contient donc cette double liaison CO, mais il existe aussi une autre liaison CO appartenant à la famille des esters qui n'est pas au programme de première, et donc il y a deux liaisons CO qui sont donc visibles effectivement là dans le spectre, et ça tendrait à valider le fait qu'on a bien fabriqué de l'aspirine.
Autre possibilité, lorsqu'on a affaire à un produit solide, c'est de vérifier sa température de fusion à l'aide d'un Bankeflair. Donc c'est très simple, hein, ça consiste à mettre quelques grains de ce solide fabriqué sur le Bankeflair partie froide, et petit à petit on va déplacer le solide vers les parties plus chaudes jusqu'à ce que le solide se mette à fondre, et ensuite avec la petite aiguille qui est ici et la lecture sur les graduations, ça nous permet de déterminer la température de fusion du solide fabriqué, que l'on va comparer bien évidemment avec la température de fusion théorique. S'il y a correspondance, tant mieux. S'il y a une légère différence, cela peut vouloir dire que là encore il subsiste quelques impuretés dans le produit que l'on a fabriqué. Donc voilà comment tester la qualité du produit. Maintenant, si on veut rechercher la quantité et la comparer à la théorie, eh bien il va falloir déterminer le rendement de la synthèse. Pour déterminer ce rendement, on va comparer la quantité expérimentale de produits fabriqués, donc ça c'est la réalité qui correspond donc à une mesure finale que l'on aura faite, par rapport à la quantité théorique que l'on espère récupérer et qui elle dépend des quantités de réactifs que l'on a placés. Peuvent être exprimés de différentes manières. Si on a affaire à un solide, on peut faire une pesée du produit final, donc on va comparer la masse réellement fabriquée avec la masse théorique. Si c'est un liquide, on peut comparer le volume réel, le volume expérimental avec le volume théorique, mais on peut tout à fait aussi comparer des quantités de matière, puisqu'on va utiliser un tableau d'avancement notamment, et on a donc des quantités de matière qui sont connues. On peut aussi comparer ces deux grandeurs en mol et on aura le rendement, peu importe. Alors pour illustrer ce calcul de rendement, un petit exemple, toujours le même, la synthèse de l'aspirine, molécule donc dont la formule brute est ici, et imaginons donc que l'on mélange 0,1 mol, 0,10 mol d'acide salicylique avec 0,30 mol d'anhydride éthanoïque, et une fois la synthèse terminée, une fois le produit isolé et purifié, on récupère 0,072 mol d'aspirine. Eh bien, on peut déterminer le rendement, on va remplir le tableau, donc les deux produits à l'état initial ne sont pas encore apparus, il n'y en a pas. Au cours de la transformation, la réaction avance, tous les coefficients sont égaux à 1, donc là on va avoir 0,10 moins x, 0,30 moins x, il se forme x mol des deux produits, et quand on arrive à l'état final, la transformation est totale, donc on a un avancement maximal, 0,10 moins x, 0,30 moins x, x max et x max. Donc pour savoir quelle est la quantité théorique de produits formés, le produit qui nous intéresse c'est l'aspirine, il faut trouver la valeur de x max. Pour trouver la valeur de x max, il faut rechercher quel est le réactif limitant. Si c'est l'acide salicylique qui est le réactif limitant, cette quantité-là, 0,10 moins x max, est nulle, donc x max vaut 0,10 mol. Si c'est l'anhydride éthanoïque qui est le réactif limitant, c'est cette case-là qui s'annule, donc 0,30 moins x max est égal à 0, soit x max égale 0,30 mol. Et une fois qu'on a fait les deux hypothèses, on choisit la valeur de x max la plus faible, autrement dit 0,10 mol. Il peut donc se former au maximum, en théorie, 0,10 mol d'aspirine. Or, il s'en est formé 0,072, donc par comparaison des deux, on obtient le rendement qui vaut 0,72, exprimé en pourcentage, cela fait 72%, et c'est tout à fait normal de ne pas trouver un rendement égal à 100%. Alors même si là la transformation est totale, en théorie on aurait pu fabriquer 100% du produit, mais sachant qu'il y a plusieurs étapes au niveau du protocole, que ce soit pour la transformation, pour l'isolement, pour la purification, chacune de ces étapes entraîne forcément des pertes, et donc on ne pourra jamais obtenir une synthèse avec un rendement de 100%. En toute théorie, c'est pas possible. Si en plus on a affaire à une transformation qui n'est pas totale, hein, ça n'est pas le cas ici, mais il existe des synthèses pour lesquelles la transformation n'est pas totale, eh bien ça va là aussi forcément limiter le rendement
le rendement de production de cette synthèse. Voilà donc pour ce chapitre à caractère principalement expérimental. On se retrouve très vite pour un nouveau thème, un nouveau chapitre.